Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Dans l'information ce vendredi, la situation sociopolitique et économique au Bénin est au menu d'un entretien que le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a accordé aux médias internationaux France 24 et Radio France Internationale. À suivre, la visite de l'Alliance Iroko de Bertin Korovi aux forces de défense et de sécurité blessées lors des violences préélectorales à l'hôpital d'instruction des armées Achia de Cotonou. Et puis en interactualité, plus de 400 000 morts liés au coronavirus au Brésil selon les derniers bilans rendus publics hier. Un bilan minoré selon certains experts. Voilà. Je vous en parlais en titre, mesdames, messieurs. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a accordé un entretien aux médias internationaux France 24 et Radio France Internationale. Au menu de cet entretien, bien évidemment, la situation sociopolitique et économique au Bénin. Suivez ici un extrait pour vous en convaincre. Vous n'avez pas cherché à éliminer tous vos adversaires pour gagner avec 86%, pour poser la question de façon un peu plus... Je vais vous dire ce qui se passe au Bénin, c'est dû à nos gouvernants qui sont devenus, au fil du temps, des prédateurs de leur pays, malheureusement, à l'instar de beaucoup de pays africains. Mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Alors vous nous demandez qui était derrière les barreaux au moment de la présidentielle du 11 avril. Lui, il n'a été arrêté que quelques jours plus tard, le 15 avril, c'est l'universitaire Joël Aïvo. Il est accusé d'atteinte à la sûreté et de blanchiment de capitaux. Il a essayé d'être candidat, il n'a pas pu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent le président est en train de régler son compte à quelqu'un qui a dit que la présidentielle c'était talon contre talon et que les résultats proclamés étaient truqués? Ah bon? Pour vous, ce n'était que ça? Non, vous n'avez pas entendu que ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu? Vous n'avez jamais entendu cela? Pourquoi, en répétant les propos de ceux qui paraissent être victimes des réformes au Bénin, vous faites une sélection de leurs propos? Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit l'élection n'aura jamais lieu, ne n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas d'élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre? Monsieur Aïvo, dont vous parlez, parlons-en. Et même plus que ça, Rekia Madougou, je sais que vous allez en venir. Ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou. Elle a été arrêtée le 3 mars, elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Donc c'est un terme grave. Est-ce que ça veut dire qu'elle a fomenté des attentats au Bénin? C'est quand même une accusation extrêmement grave, extrêmement rare. Les mots comptent. Mais terrorisme. Nous en arrivons, on y vient. Ces personnes débarquent et veulent être candidats au titre des démocrates. Ces gens-là ont dit, après que leur dossier a été constaté non conforme, disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux. Qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, dans leur... Bon, qui les dit? C'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. Alors, quand des manifestations avec violence ont lieu, que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, pour qu'on observe ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, un peu partout, parce que comme il y a des insurrections qui ont eu lieu en Afrique, et que ces insurrections ont parfois amené des régimes à être balayés, c'est le cas, et le cas du Mali a été cité, le cas du Burkina a été cité. Il faut que le Bénin s'enflamme, il faut qu'il y ait de l'insurrection, et s'il y a des morts un peu partout, le pays s'enflamme, des violences partout, le pays va s'enflammer, il y aura une insurrection, et le président, le régime en place va devoir tomber, il y aura assise nationale, il y aura réconciliation, il y aura tout ce qu'on veut. Donc, pour à leur fin politique,
ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Dans la suite de cette édition d'information, revenons au pays pour parler maintenant de l'audience au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce 30 avril 2021. Aurélien Agbenonchi, le ministre des Affaires étrangères, bien évidemment du Bénin, a reçu l'ambassadeur de la Turquie près la République du Bénin qui est allé lui remettre la lettre de félicitations du président turc Recep Tayyip Erdogan adressée à son homologue Patrice Talon pour sa réélection. À sa sortie d'audience, Ounour Osseri s'est confié à la presse béninoise. Écoutez ici un extrait de ses propos au micro de Carlo François Ngueliento. Je viens de remettre officiellement la lettre de félicitations du président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan, adressée au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Dans ce message, le président Erdogan félicite le président Talon pour sa réélection et énonce également la disponibilité de la Turquie à continuer dans le dialogue et le développement des relations bilatérales qui ont des bases solides. Et donc, nous sommes prêts à explorer avec la partie béninoise les nouvelles pistes pour le développement durable des relations dans l'avenir. Et c'était un peu le but de la visite. Dans un tout autre chapitre, les forces de défense et de sécurité blessées lors des violences préélectorales continuent de recevoir du soutien. Ce jeudi 29 avril 2021, c'est l'Alliance Iroko de Bertin Kohovi qui était à leur chevet, bien évidemment, à l'hôpital d'instruction des armées HIA pour leur témoigner toute sa compassion. Clémence Tonopoint et Damien Pedro pour les précisions. L'Alliance Iroko est allée témoigner sa compassion et sa solidarité aux militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. La délégation, conduite par Bertin Kohovi, président de l'Alliance, a été accueillie par le directeur de l'hôpital. Elle a été ensuite conduite dans les salles d'hospitalisation où séjournent les blessés. À la fin de la visite, Bertin Kohovi s'est exprimé en ces termes. On peut ne pas s'entendre sur des sujets politiques, mais rien ne peut justifier qu'on tire sur quelqu'un qui ne vous connaît même pas. La plupart de ceux que j'ai vus n'ont rien contre ceux qui ont tiré sur eux. Et c'est malheureux. Donc nous sommes venus témoigner de notre solidarité et de la compassion de l'Alliance Iroko et du peuple béninois en général avec nos frères qui ont été blessés et leur dire que quoique certains d'entre nous aient perdu la raison, une bonne partie, une majorité de Béninois gardent toujours leur raison et que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce qu'on a vu, ne se reproduira plus parce que chacun a le devoir aujourd'hui de prier pour qu'on ne vive plus les mêmes choses. Nous avons lancé un appel à souscription de nos militants et nous avons pu réunir une modique somme de 200 000 francs. C'est vrai, ce n'est pas de l'argent. L'État n'a pas besoin de nous pour soigner ceux qui sont blessés, mais nous voulions montrer la solidarité des Béninois. Le président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, membre de la délégation, a invité les forces de sécurité blessées à renoncer à toute idée de vengeance. J'ai donné des instructions en tant qu'ancien au colonel pour qu'à la fin, ils réunissent tous ceux qui sont blessés et leur faire une formation pour qu'ils n'aient jamais l'idée de se venger contre ceux-là qui ont tiré sur eux. Parce qu'ils sont là, vivants, ils les connaissent, ils connaissent leur localité, ils peuvent se venger. Mais je leur ai dit, ça ne se fait pas dans l'armée, ils ne feront jamais ça. J'ai profité pour expliquer au colonel. On parle souvent de chasseurs. On dit les chasseurs. Je ne suis pas avocat des chasseurs, mais j'ai été chasseur avant d'être ici aujourd'hui. La divinité Gou interdit à qui que ce soit de manipuler son arme et de tirer sur une vie humaine. Un vrai chasseur ne peut pas faire ça. Donc ceux qu'on appelle chasseurs, qui ont tiré sur des gens là, il faut qu'on fouille et qu'on fasse la part des choses. À noter
que certains de ces militaires et policiers blessés ont recouvré leur santé et ont donc quitté l'hôpital. Et nous changeons encore une fois de chapitre. Célébration ce 29 avril 2021 au stade général Mathieu Kérékou de la 17e édition de la Journée internationale de la danse. Nous vous en parlions dans nos éditions précédentes. Lancée officiellement par le ministre de la Culture du Bénin, Jean-Michel Abimbola, et bien la cérémonie d'ouverture de ces journées, bien évidemment, était meublée de différents tableaux culturels. Carlo François Rongbélérintor pour Le Point. Danse patrimoniale, urbaine, acrobatique et contemporaine, bref, le menu de la cérémonie d'ouverture de la 17e édition de la Journée internationale de la danse JID était constitué de différents tableaux artistiques. Organisée et célébrée par la Confédération béninoise de la danse, l'édition 2021 de la JID qui s'est déroulée ce 29 avril sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou a reçu le parrainage du ministre de la Culture qui a répondu présent à la cérémonie d'ouverture. Un acte salué par tous les artistes de la Confédération qui l'ont exprimé à travers la voix de leur président, Alade Kofi Adolphe. Nous, les artistes de la Confédération béninoise de danse, on est très contents de votre présence. Parce que, au fait, vous êtes chargés. Mais vous avez dit, quel que soit Alpha ou Beta, vous viendrez faire 1 heure de temps au moins avec nous. Parce qu'on va fêter jusqu'à l'aube. Venus des 4 coins du pays, les artistes danseurs avaient de quoi émerveiller le public constitué d'autorités à divers niveaux, d'artistes de tous genres et d'amoureux de la danse. Des performances qui ont suscité cet a cappella de la part du directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déou Malé. Autour du ministre Jean-Michel Abimbola de dévoiler les objectifs de la JID et de féliciter par la suite les organisateurs. Les objectifs de la Journée internationale de la danse sont de réunir les pratiquants de la danse, de célébrer son universalité en transcendant tous les clivages culturels, politiques, philosophiques et ethniques et de rassembler l'humanité tout entière autour du langage universel qu'est l'amitié et la paix. Je voudrais dès lors remercier et féliciter les organisateurs de cette célébration de la 17e édition ici au Bénin de la Journée internationale de la danse qui ont compris le rôle prépondérant de la culture sur le développement durable. La commémoration de ce jour reste, comme de coutume, un grand événement regroupant plusieurs artistes danseurs où se succéderont sur la même scène les danses patrimoniales, urbaines, contemporaines et acrobatiques. À rappeler qu'au plan international, cette journée a été instaurée en 1982. Et c'est seulement en 2005 que cette dernière est rentrée dans les habitudes au Bénin. Après la phase protocolaire, place a été donnée aux prestations des différents groupes de danse. Et l'honneur est revenu au Super Ange Rwendonambois de planter le décor. Merci à vous François Carlo Rongbélérintor. Après, nous ouvrons maintenant l'actualité au-delà des frontières du Bénin. Nous sommes au Brésil. Plus de 400 000 morts liés à la Covid-19 dans ce pays selon le dernier bilan rendu public. Un bilan minoré à en croire certains experts. Le pays s'enfonce de plus en plus et devient le deuxième pays le plus endeuillé depuis l'apparition de cette crise sanitaire mondiale. La responsabilité du chef de l'État brésilien Jair Bolsonaro dans la gestion de cette crise sanitaire est remise en cause et une commission d'enquête est donc mise en place. La population, quant à elle, est bien déboussolée. Reportage.
La barre symbolique des 400 000 morts a été franchie hier, des chiffres qui seraient sous-évalués selon de nombreux experts. Le Brésil s'enfonce chaque jour davantage dans l'hécatombe humanitaire. Depuis le début de cette crise mondiale, le président Jair Bolsonaro a toujours minimisé la situation. Pourtant, sa responsabilité dans le drame en cours est pointée du doigt. Depuis mardi, une commission d'enquête parlementaire se penche sur les omissions du gouvernement en matière de gestion de la crise. La population, elle, semble désemparée. Écoutez. Cela me pose beaucoup de problèmes, car tout est cher. Je suis au chômage, je vis chez ma grand-mère. La pandémie a tout perturbé. Les études aussi, les écoles se sont arrêtées. Dieu merci, j'ai fini mes études. Je pense que si chacun fait sa part, nous sortirons bientôt tous de cette pandémie. Et ce sera une leçon pour l'avenir, pour que nous sachions comment faire attention et être plus prudents. J'espère que cette troisième vague n'arrivera pas et que tout reviendra à la normale. Le retour à la normale des affaires s'améliore, mais le fait de fermer, d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir a causé plus de dommages que de faire les choses directement. Et dans la suite de cette édition d'information, restons toujours au Brésil. Malgré le bilan qui s'alourdit de jour en jour dans ce pays, la vaccination peine à prendre. Le vaccin Sputnik V, le vaccin russe bien évidemment Sputnik V, qui était attendu pour accélérer la vaccination dans cet État, n'a pas été validé par l'agence sanitaire brésilienne. La société de fabrication de ce vaccin dénonce une décision politique et menace de poursuivre l'agence en justice. Précision. Anvisa a été accusé d'avoir menti, d'avoir agi de manière contraire à l'éthique et d'avoir produit des fausses nouvelles concernant l'identification d'adénovirus réplicatifs dans des documents traitant du vaccin Sputnik V. Il s'agit d'une décision temporaire, elle peut être modifiée. Nous ne fermons pas la porte. Les données présentées peuvent être vues, corrigées et soumises à nouveau. Mais la décision de l'autorité de régulation est temporaire. Et à ce moment-là, lundi dernier, nous n'avons pas pu l'approuver, ce qui nous a causé une grande tristesse. Et puis c'est en Iran maintenant que nous allons mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Des fuites de discussion autour du ministre des Affaires étrangères de ce pays risquent d'envenimer quelque peu les relations internationales sur le nucléaire iranien. Cette interview qui a fuité risque de diviser l'opinion publique à seulement 2 mois des élections présidentielles. Reportage. Une interview sonore de Mohammad Javad Zarif vient semer le trouble, selon la chaîne Iran International et le New York Times qui divulgue l'enregistrement. Le ministre des Affaires étrangères iranien affirme que son action diplomatique est entravée par les gardiens de la révolution, le bras armé du gouvernement. La publication dimanche a provoqué l'émoi en Iran. Sur son compte Instagram, Mohammad Javad Zarif a réagi et s'est dit favorable à un ajustement intelligent entre les sphères militaires et diplomatiques. À Vienne, les négociations continuent pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Une nouvelle étape décisive pour faire revenir l'Iran et les États-Unis dans les clous. Le président iranien Hassan Rouhani estime qu'il y aurait une volonté d'embraser les échanges en Autriche. Le vol d'un document, d'un fichier audio est un problème qui devrait faire l'objet d'une enquête. Pourquoi ce geste à ce niveau? À mon avis, ce fichier audio aurait pu être révélé la semaine dernière. Le ministère du Renseignement devrait enquêter pour en trouver les racines. Il a été diffusé exactement quand les pourparlers de Vienne étaient satisfaisants. Le but est de créer de la discorde. Comment pouvons-nous être victorieux? Comment pouvons-nous supprimer la sanction? Avec unité, intégrité, avec la dualité et le conflit, nous ne pouvons pas supprimer la sanction. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du peuple. Il y a des détracteurs, ceux contre l'Iran et son peuple. Une troisième session de négociation s'est ouverte mardi. Wang Kun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, espère un tournant. Nos négociations sont entrées dans leur 4e semaine. Cette semaine sera en effet très importante.
Nous constatons que des progrès importants ont été enregistrés, mais nous constatons également que des différences majeures subsistent à ce stade critique. Les États-Unis devraient abolir toutes leurs sanctions unilatérales contre l'Iran et toute autre partie tierce avant que l'Iran ne mette en œuvre les dispositions de l'accord de Vienne. Accordé à l'économiste iranien Saad Lailaz, l'entretien de Mohammad Javad Zarif devait servir à un futur documentaire historique sur le bilan de la mandature de Hassan Rouhani. Loin de Vienne, l'interview pourrait finalement entraîner bien d'autres débats. La présidentielle, prévue le 18 juin, s'annonce donc très disputée entre les conservateurs hostiles à un rapprochement avec l'Occident et les modérés qui y sont favorables. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet benin-eden.tv. Bon appétit.